Décembre 1933. Depuis 11 mois, Adolf Hitler a pris le pouvoir en Allemagne. En Espagne, une insurrection anarchiste ébranle le pouvoir dirigé par le centre droit, vainqueur des récentes élections. À Paris, le gouvernement mené par Camille Chautemps ne juge peut-être pas à sa juste mesure l'arrestation du directeur du Crédit municipal de Bayonne. Pourtant, c'est là le premier maillon d'un scandale qui va rapidement empuantir la vie politique française, l'affaire Stavisky. Mais pour l'heure, on s'apprête surtout à fêter Noël. On veut oublier qu'il y a quelques jours, une marche de la faim a mené de Lille à Paris les chômeurs du Nord et du Pas-de-Calais. On préfère à ces images celles qui annoncent la création de la loterie nationale et attestent le bonheur incrédule de son premier bénéficiaire, un humble coiffeur de Tarascon nommé Bonnour. L'hiver s'annonce rude. C'est dans cet environnement qu'un certain Jean Vigo poursuit les prises de vue de son premier long métrage, L'Atalante, commencé depuis le 10 novembre. Regardez, voici Jean Vigo au milieu de ses assistants, Albert Hiera à gauche et Pierre Merle, le préposé au chat. Atalante 279, pas première. C'est la voix de Jean Vigo que nous entendons, dirigeant Gilles Margaritis. Je suis venu vous faire non, mes coupe. Non, continue. Il faut silence. Je suis venu vous faire mes excuses et vous dire au revoir en musique. Jacques-Louis Nunez, jeune producteur inexpérimenté mais opiniâtre, croit au génie de Jean Vigo, bien que Zéro de conduite, fruit de leur première collaboration, ait été totalement interdit cette même année par la censure, pour sa fronde anarchisante et ses atteintes à l'image des pouvoirs publics, des prêtres, et peut-être aussi pour la fugace exhibition d'un sexe d'enfant. Malgré cela, Jacques-Louis Nunez s'est obstiné. En s'appuyant sur les mêmes partenaires de la Gaumont Francophile Maubert, il a rassemblé les capitaux nécessaires au jeune cinéaste pour s'attaquer à un scénario que Louis Nunez a pris soin de choisir pour, croit-il, son populisme tiède et sans danger apparent. L'histoire des amours contrariées mais finalement heureuses d'un jeune couple de mariniers dont la femme cède un instant aux tentations de la grande ville. Malgré les difficultés nées des conditions météorologiques et de brefs arrêts dus à la mauvaise santé de Jean Vigo, on sait aujourd'hui qu'il est tuberculeux et qu'il mourra de septicémie 8 mois plus tard, le tournage s'achève à la fin de janvier 1934. L'histoire de la malédiction de l'Atalante commence. Éprouvé par le tournage, Jean Vigo quitte Paris en février pour un séjour en haute montagne, laissant Louis Chavance achever le montage du film. Il a été choisi pour sa compétence en matière de montage sonore et imposé à Vigo par la production. En avril 1934, le montage définitif est terminé. Vigo, de retour, donne son accord, malgré quelques points de détail qu'il souhaite pouvoir corriger après la présentation du film aux professionnels. Cependant, il doit s'aliter. Il ne se relèvera plus et ne verra plus jamais une image de l'Atalante. Les exploitants, unanimes, exècrent le style du film, dont ils pensent qu'il est propre à faire fuir un public supposé avide de divertissement. Cette opinion rejoint à point celle des distributeurs de la Gaumont Francophile Maubert. Ils demandent au producteur Jacques-Louis Nunez de faire opérer d'importants remaniements et coupures. Ce dernier cède. Après l'interdiction de Zéro de conduite, il ne peut plus courir de risque. Chavance réduit le film de 89 à 65 minutes. Il taille dans la musique de Maurice Jaubert et lui substitue en partie des citations du Chaland qui passe, une chanson alors en vogue. On va plus loin. On rebaptise le film du titre même de cette chanson. Le Chaland qui passe, film mutilé de Jean Vigo, sort en septembre 1934 sur les Champs-Élysées. Son ami et assistant Pierre Merle photographie pour lui la façade et le hall décoré du Colisée. Il n'a plus qu'un mois à vivre. Bien sûr, on a voulu travestir l'œuvre en un spectacle de bonne compagnie, visible par tous les publics, mais bien qu'il soit amputé de ses images les plus dérangeantes, le film a résisté et le public frivole n'en a pas voulu. Une presse flatteuse n'empêche pas que l'exploitation du Chaland qui passe, ex-Atalante en exclusivité, cesse après 3 semaines. L'œuvre, le chef-d'œuvre, rentre dans ses boîtes. Il n'en sort qu'en octobre 1940.
Le film a été encore une fois remanié par des mains pressées. On l'a débarrassé de l'adjonction du chaland qui passe, dans sa bande-son et à son générique. Il est projeté au studio des Ursulines, mais sans plus de succès qu'à sa première sortie. Il faut attendre la Libération pour que Jean Vigo et son œuvre, quelques 3 heures de projection au total, deviennent le cheval de bataille de la Fédération française des ciné-clubs. C'est plus qu'une réhabilitation, c'est une apothéose, presque une déification. Pourtant, la version de 1940 reste une version tronquée. À partir de 1950, diverses tentatives de reconstitution sont menées, dont l'une par les soins d'Henri Langlois, secrétaire général de la Cinémathèque française, auprès duquel Henri Beauvais, l'un des délégués de la Gaumont Francofilm Aubert à l'époque du tournage, désormais distributeur indépendant et détenteur du matériel et des droits, a déposé diverses rushs inédites, chutes et coupes. Cependant, les rares copies, inlassablement projetées, se fatiguent. Le négatif d'origine disparaît mystérieusement. On peut presque dire qu'il y a alors autant d'Atalante que de copies de l'Atalante, sans parler de quelques chalands qui passent, toujours en circulation. C'est en 1985 que Gaumont acquiert Franfilm 10, la société d'Henri Beauvais, et donc, aussi, le matériel en souffrance de l'Atalante. C'est en 1989 que la société considère qu'il est temps de réparer les injustices et les erreurs du passé, commises d'ailleurs sous d'autres pouvoirs. Mais c'est par un étrange clin d'œil de l'histoire que la résurrection de l'Atalante s'opère à l'abri d'un logo à peine modifié qui présida autrefois à sa tentative de destruction. Gaumont décide donc de reprendre toutes les recherches à la base en commençant par un nouvel examen des éléments confiés à la Cinémathèque française dont on s'aperçoit qu'ils peuvent amener à de remarquables modifications du profil généralement connu de l'Atalante. Début 1990, alors qu'une première restauration a commencé, une découverte capitale est faite au sein des archives britanniques du film. Une copie datant de 1934 et jamais sortie de ses boîtes depuis ce temps, probablement l'une des toutes premières avant le remontage sacrilège, comme en témoignent les poinçons d'origine et l'appellation même du film, l'Atalante. Avec cette copie, nous possédons enfin un maître étalon du film, sinon dans la première version autorisée par Vigo, du moins dans l'une des plus proches. Il nous faut aller à la rencontre du dernier carré des collaborateurs du film, tenter de recueillir auprès d'eux la moindre information qui pourrait éclairer le mystère de telle image à la dérive, de telle séquence apparemment incomplète et cependant si belle qu'il nous semble criminel de ne pas lui faire rejoindre la cohorte de ses pareils. Nous interrogeons Henri Storck, Charles Goldblatt, Pierre Merle, les plus proches collaborateurs et amis. Nous retrouvons Jean-Paul Alphen, l'ultime survivant des 3 metteurs en images. Nous redécouvrons Jacqueline Morland, dont tout le monde avait oublié, parce qu'elle ne figurait pas au générique, qu'elle avait assuré le secrétariat et le travail de script aux côtés de Fred Matter. Et bien sûr, nous allons rendre une visite à Jean Dasté dans sa retraite de Saint-Étienne. Il faut alors commencer à envisager la meilleure méthode pour adjoindre à cette copie référentielle les plans qui vont en faire, nous l'espérons, la copie parfaite, idéale peut-être, celle qui, en tout état de cause, n'a jamais existé, d'un film qu'une étrange fatalité a, depuis sa naissance, condamné à l'atrophie et à la mutilation. Nous ferons cela en sachant que Jean Vigo, dans les circonstances particulières de la réalisation de l'Atalante, ne pouvait tourner ne serait-ce qu'une seule image qui ne servirait pas à l'achèvement de son projet, à la complexité de son discours et de son écriture. Et ce travail, nous le signalerons dès l'entrée de jeu par un nouveau générique qui sera aussi un générique nouveau. Enfin, qu'il nous soit permis de remercier les personnes et les organismes qui auront bien voulu, par leur collaboration compréhensive, leur amitié et la foi qu'ils portent, tout comme nous, à l'œuvre de Jean Vigo, permettre cette véritable renaissance. La renaissance d'un film dont il est sans doute inutile de dire, mais nous le disons, qu'il est un des sommets du cinéma. Chat. Atalante 279, pas première. C'est la voix de Jean Vigo que nous entendons, dirigeant Gilles Margaritis. Je suis venu vous faire Non, mes coupe. Non, continue. Il faut silence. Je suis venu vous faire mes excuses et vous dire au revoir en musique.
Jacques-Louis Nunez, jeune producteur inexpérimenté mais opiniâtre, croit au génie de Jean Vigo, bien que Zéro de conduite, fruit de leur première collaboration, ait été totalement interdit cette même année par la censure, pour sa fronde anarchisante et ses atteintes à l'image des pouvoirs publics, des prêtres, et peut-être aussi pour la fugace exhibition d'un sexe d'enfant. Malgré cela, Jacques-Louis Nunez s'est obstiné. En s'appuyant sur les mêmes partenaires de la Gaumont Francophile Maubert, il a rassemblé les capitaux nécessaires au jeune cinéaste pour s'attaquer à un scénario que Louis Nunez a pris soin de choisir pour, croit-il, son populisme tiède et sans danger apparent. L'histoire des amours contrariées mais finalement heureuses d'un jeune couple de mariniers dont la femme cède un instant aux tentations de la grande ville. Malgré les difficultés nées des conditions météorologiques et de brefs arrêts dus à la mauvaise santé de Jean Vigo, on sait aujourd'hui qu'il est tuberculeux et qu'il mourra de septicémie 8 mois plus tard, le tournage s'achève à la fin de janvier 1934. L'histoire de la malédiction de l'Atalante commence. Éprouvé par le tournage, Jean Vigo quitte Paris en février pour un séjour en haute montagne, laissant Louis Chavance achever le montage du film. Il a été choisi pour sa compétence en matière de montage sonore et imposé à Vigo par la production. En avril 1934, le montage définitif est terminé. Vigo, de retour, donne son accord, malgré quelques points de détail qu'il souhaite pouvoir corriger après la présentation du film aux professionnels. Cependant, il doit s'aliter. Il ne se relèvera plus et ne verra plus jamais une image de l'Atalante. Les exploitants unanimes exècrent le style du film dont ils pensent qu'il est propre à faire fuir un public supposé avide de divertissement. Cette opinion rejoint à point celle des distributeurs de la Gaumont Francophile Maubert. Ils demandent au producteur Jacques-Louis Nunez de faire opérer d'importants remaniements et coupures. Ce dernier cède. Après l'interdiction de Zéro de conduite, il ne peut plus courir de risque. Chavance réduit le film de 89 à 65 minutes. Il taille dans la musique de Maurice Jaubert et lui substitue en partie des citations du Chaland qui passe, une chanson alors en vogue. On va plus loin. On rebaptise le film du titre même de ces chorés du Colisée. Il n'a plus qu'un mois à vivre. Bien sûr, on a voulu travestir l'œuvre en un spectacle de bonne compagnie, visible par tous les publics, mais bien qu'il soit amputé de ses images les plus dérangeantes, le film a résisté et le public frivole n'en a pas voulu. Une presse flatteuse n'empêche pas que l'exploitation du Chaland qui passe, ex-Atalante en exclusivité, cesse après 3 semaines. L'œuvre, le chef-d'œuvre, rentre dans ses boîtes. Il n'en sort qu'en octobre 1940. Le film a été encore une fois remanié par des mains pressées. On l'a débarrassé de l'adjonction du Chaland qui passe, dans sa bande-son et à son générique. Il est projeté au studio des Ursulines, mais sans plus de succès qu'à sa première sortie. Il faut attendre la Libération pour que Jean Vigo et son œuvre, quelques 3 heures de projection au total, deviennent le cheval de bataille de la Fédération française des ciné-clubs. C'est plus qu'une réhabilitation, c'est une apothéose, presque une déification. Pourtant, la version de 1940 reste une version tronquée. À partir de 1950, diverses tentatives de reconstitution sont menées, dont l'une par les soins d'Henri Langlois, secrétaire général de la Cinémathèque française, auprès duquel Henri Beauvais, l'un des délégués de la Gaumont Francophile Maubert à l'époque du tournage, désormais distributeur indépendant et détenteur du matériel et des droits, a déposé diverses rushs inédites, chutes et coupes. Cependant, les rares copies, inlassablement projetées, se fatiguent. Le négatif d'origine disparaît mystérieusement. On peut presque dire qu'il y a alors autant d'Atalantes que de copies de l'Atalante, sans parler de quelques chalands qui passent, toujours en circulation. C'est en 1985 que Gaumont acquiert Franfilm 10, la société d'Henri Beauvais, et donc, aussi, le matériel en souffrance de l'Atalante. C'est en 1989 que la société considère qu'il est temps de réparer les injustices et les erreurs du passé, commises d'ailleurs sous d'autres pouvoirs. Mais c'est par un étrange clin d'œil de l'histoire que la résurrection de l'Atalante s'opère à l'abri d'un logo à peine modifié qui présida autrefois à sa tentative de destruction. Gaumont décide donc de reprendre toutes les recherches à la base
en commençant par un nouvel examen des éléments confiés à la Cinémathèque française, dont on s'aperçoit qu'ils peuvent amener à de remarquables modifications du profil généralement connu de la Talente. Début 1990, alors qu'une première restauration a commencé, une découverte capitale est faite au sein des archives britanniques du film. Une copie datant de 1934 et jamais sortie de ses boîtes depuis ce temps, probablement l'une des toutes premières avant le remontage sacrilège, comme en témoignent les poinçons d'origine et l'appellation même du film, La Talente. C'est la voix de Jean Vigo que nous entendons, dirigeant Gilles Margaritis. Je suis venu vous faire Non, mes coupe. Non, continue. Il faut Ouais. silence. Je suis venu vous faire mes excuses et vous dire au revoir en musique. Jacques-Louis Nunez, jeune producteur inexpérimenté mais opiniâtre, croit au génie de Jean Vigo, bien que Zéro de conduite, fruit de leur première collaboration, ait été totalement interdit cette même année par la censure, pour sa fronde anarchisante et ses atteintes à l'image des pouvoirs publics, des prêtres, et peut-être aussi pour la fugace exhibition d'un sexe d'enfant. Malgré cela, Jacques-Louis Nunez s'est obstiné. En s'appuyant sur les mêmes partenaires de la Gaumont Francophile Maubert, il a rassemblé les capitaux nécessaires aux jeunes cinéastes pour s'attaquer à un scénario que Louis Nunez a pris soin de choisir pour, croit-il, son populisme tiède et sans danger apparent. L'histoire des amours contrariées mais finalement heureuses d'un jeune couple de mariniers dont la femme cède un instant aux tentations de la grande ville. Malgré les difficultés nées des conditions météorologiques et de brefs arrêts dus à la mauvaise santé de Jean Vigo, on sait aujourd'hui qu'il est tuberculeux et qu'il mourra de septicémie 8 mois plus tard, le tournage s'achève à la fin de janvier 1934. L'histoire de la malédiction de la Talente commence. Éprouvé par le tournage, Jean Vigo quitte Paris en février pour un séjour en haute montagne, laissant Louis Chavance achever le montage du film. Il a été choisi pour sa compétence en matière de montage sonore et imposé à Vigo par la production. En avril 1934, le montage définitif est terminé. Vigo, de retour, donne son accord, malgré quelques points de détail qu'il souhaite pouvoir corriger après la présentation du film aux professionnels. Cependant, il doit s'aliter. Il ne se relèvera plus et ne verra plus jamais une image de la Talente. Les exploitants unanimes exècrent le style du film dont ils pensent qu'il est propre à faire fuir un public supposé avide de divertissement. Cette opinion rejoint à point celle des distributeurs de la Gaumont Francophile Maubert. Ils demandent au producteur Jacques-Louis Nunez de faire opérer d'importants remaniements et coupures. Ce dernier cède. Après l'interdiction de Zéro de conduite, il ne peut plus courir de risques. Chavance réduit le film de 89 à 65 minutes. Il taille dans la musique de Maurice Jaubert et lui substitue en partie des citations du Chaland qui passe, une chanson alors en vogue. On va plus loin. On rebaptise le film du titre même de cette chanson. Le Chaland qui passe, film mutilé de Jean Vigo.